Merci Elisabeth Doineau de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Sénatrice centriste de la Mayenne, rapporteure générale de la Commission des Affaires sociales. On va évidemment parler de l'examen du texte au Sénat. Mais d'abord, cette journée de mobilisation qui s'annonce forte, c'est la 6e. Elle pourrait être la plus forte depuis le début du mouvement. Est-ce que vous craignez une France à l'arrêt ? Est-ce que je crains une France à l'arrêt ? Bien, pour la journée, je pense que oui. C'est évident. Après, est-ce que finalement c'est un concours de faire toujours plus dans la mobilisation ? Je crois que les Français nous montrent à quel point ils sont déstabilisés dans un contexte particulier sur le plan international, sur le plan national. Ce qui manque peut-être dans ce pays, c'est vouloir faire nation. Alors que finalement, on est sur un projet qui est intergénérationnel. Et justement, on devrait se rassembler pour essayer de voir comment on peut, les uns et les autres, porter un projet national. C'est-à-dire que les syndicats, ils devraient être plus solidaires, plus réfléchir sur l'avenir de ce système de retraite pour vous ? Parce qu'eux, ils ne sont pas contre une réforme des retraites. Ils disent juste on ne veut pas du report de l'âge de départ à 64 ans. Mais je pense que les syndicats, mais comme tous ceux qui sont dans la rue, veulent maintenir ce système par répartition parce que c'est le plus juste et parce que il est particulier à notre pays. C'est ce qui a fondé finalement notre projet social. Donc pour cette raison, on est tous d'accord. Et je pense que les syndicats, c'est leur rôle. Simplement, les syndicats doivent avoir ce rôle-là en permanence dans les entreprises, dans les branches, bref, au quotidien. Là, ils se montrent, mais j'aimerais qu'en fait, ils soient beaucoup plus puissants dans notre pays qu'ils ne le sont au quotidien. Se mobiliser pour cette réforme des retraites, sans doute que c'est nécessaire, mais voyez-vous, dans beaucoup d'autres pays, les syndicats sont à la manœuvre au quotidien dans l'entreprise pour discuter pénibilité, pour discuter bien-être au travail, et je pense que là, il y a un petit défaut. Pas suffisamment chez nous, pour vous ? Je pense que pas suffisamment chez nous. Alors, la mobilisation s'annonce importante. On l'a dit, est-ce que l'ampleur de la mobilisation va peser sur les discussions que vous allez avoir dans l'hémicycle à partir de cet après-midi ? Bien sûr que ça pèse, c'est évident. Après, le système par répartition, sa pérennité, elle est liée à son équilibre financier. Et on ne peut pas passer à côté de cette évidence que la démographie aujourd'hui joue. Elle joue en termes de génération, c'est-à-dire qu'en fait, dans nos familles, on a 4 à 5 générations et on le sait tous. Et puis, il y a le fait que le taux de natalité est faible et que dans une même génération, eh bien, nous avons beaucoup moins d'actifs pour beaucoup plus de pensionnés. Et ça, c'est une réalité et je pense que chacun est capable de le comprendre. Sauf que la gauche et les syndicats disent mais il y a d'autres moyens de financer le système par répartition que de reporter l'âge de départ. Pour vous, il n'y en a pas d'autres ? Les autres moyens, c'était augmenter les cotisations, trouver des taxes, des impôts. On en a beaucoup débattu cette nuit. Et puis, il y a le fait aussi de baisser les pensions. Et c'est là qu'il faut faire attention. En réalité, tous les autres pays d'Europe sont partis vers une mesure de départ d'âge beaucoup plus tardive. En France, nous devons nous y résoudre. On va revenir là-dessus et sur les discussions de cette nuit. Est-ce que vous nous confirmez avec certitude désormais que l'article 7 sera examiné à partir de cet après-midi ? C'est probable. Vers la fin de l'après-midi, on commencera les débats parce qu'il nous reste l'article 6 et nous devrions avancer à partir de 14h30 pour, le début de la fin de l'après-midi. Fin d'après-midi, et vous allez siéger toute la nuit ? Sans doute, oui, parce que 1300 amendements sur cet article, je pense que ça nous occupera une partie de la nuit. C'est-à-dire qu'il pourrait être voté cette nuit, cet article 7, où le vote pourrait avoir lieu demain, après les questions d'actualité ? Après, je ne sais pas à quelle vitesse mes collègues présenteront ces amendements de suppression et puis comment les choses se dérouleront dans l'hémicycle. Mais il est probable que ça se fasse en début de matinée, peut-être. On va siéger toute la nuit et ça le mérite. Je veux dire que c'est pas grave qu'on soit fatigué par ces jours et ces nuits de débat. Les Français ont besoin aussi d'avoir des explications. Je pense qu'il a manqué dans cette affaire d'une vraie stratégie de communication. Il y a eu des maladresses à beaucoup de moments et ça n'a fait qu'empirer sur l'incompréhension des Français vis-à-vis de cette réforme. On va continuer, on va parler évidemment de ce qui s'est passé ces dernières heures dans l'hémicycle. Vous siégez depuis jeudi, vous allez siéger jusqu'à dimanche minuit. On va voir le point sur ces dernières heures de séance avec Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Elisabeth Doineau.
Et à retenir dans ce qui s'est passé hier, notamment, le Sénat a voté la création d'un CDI senior. En quoi ça consiste? Effectivement, Oriane, alors le CDI senior, c'est un contrat qui est censé inciter les entreprises à embaucher des salariés de plus de 60 ans. Avec ce contrat, l'employeur ne paie pas de cotisation familiale et il peut rompre le contrat lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite à taux plein. Alors pour la droite sénatoriale, eh bien, ce contrat va favoriser l'emploi des seniors alors que le chômage à partir de 60 ans coûte plus de 2 milliards d'euros à l'assurance chômage chaque année. Mais pour la gauche, hors de question de voter cette mesure car les sénateurs de gauche dénoncent l'efficacité des exonérations de cotisations sociales pour favoriser l'emploi. Et pour la gauche sénatoriale, cela va juste faire plaisir au patronat. On va écouter cet échange entre le sénateur socialiste Yan Chantrel et le sénateur Les Républicains René-Paul Savary à l'initiative de cette mesure. Monsieur le rapporteur Savary, vous auriez dû renommer votre amendement l'amendement MEDEF, parce que c'est une commande directe du MEDEF. Cette mesure va dans le bon sens, a déclaré Éric Chevet, le vice-président de la CPME. On n'est pas étonné de sa réaction, parce qu'avec ce CDI senior, vous allez permettre aux patrons d'être exonérés des cotisations famille. Non, je ne suis pas asservi au MEDEF, à tel point que j'accepte bien volontiers l'indicateur. Je ne crois pas que ce soit le MEDEF qui réclame l'indicateur, mais permettez-moi de vous dire que j'ai des relations toujours respectueuses avec les différents partenaires sociaux. Voilà, l'indicateur, c'est l'index senior, une mesure défendue par le gouvernement pour favoriser l'emploi des seniors. Elisabeth Doineau, qu'est-ce que vous répondez à la gauche sénatoriale qui dit qu'au final, le grand gagnant de cette réforme des retraites, c'est le patronat, car aucun effort n'est demandé dans cette réforme aux entreprises. Et au contraire, avec cette mesure votée par le Sénat, eh bien, les entreprises vont même avoir une baisse de charge. Moi, je pense qu'il faut arrêter ce combat entre salariés et patrons. C'est d'un autre âge. En réalité, notre objectif, nous, c'est de maintenir et d'embaucher aussi des seniors dans les entreprises. Les seniors ont une expertise. C'est quand même très malheureux que dans notre pays, on ne garde pas ces compétences et que finalement, on soit aussi, comment dirais-je, tiède à avoir une vraie politique intergénérationnelle encore là. C'est-à-dire que les seniors ont des choses à transmettre aux jeunes. On est le pays désormais où l'apprentissage est remonté d'une façon vertigineuse. Eh bien, dans ce cas, pourquoi ne pas imaginer du tutorat, du mentorat entre juniors et seniors? On avait ces fameux contrats de génération qui n'ont pas fonctionné, mais à l'époque, l'apprentissage n'était pas aussi haut qu'aujourd'hui. Et là, du coup, je pense qu'il faut s'intéresser à un contrat CDI comme on s'est intéressé il y a quelque temps à un CDI pour les jeunes. Je crois que toutes les générations sont utiles dans une entreprise. Et je regrette finalement que la gauche n'ait pas appuyé cette proposition d'un CDI senior parce qu'elle complète finalement une boîte à outils pour maintenir les seniors en activité. Une question sur le coût de cette mesure, car il y a une exonération de cotisation familiale, donc ça va coûter à la branche famille de la sécurité sociale. Pour Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, ça coûterait 800 millions d'euros par an, mais pour les sénateurs Les Républicains, ça va même rapporter de l'argent économisé à l'assurance chômage. Au final, qui dit vrai ? Alors c'est vrai que moi j'ai été surprise par le chiffre du ministre, 800 millions d'euros, parce que en fait c'est moins de recettes, c'est une exonération de la cotisation famille. Mais pour autant, un senior qui rentre dans un contrat comme celui-ci, il paye toutes les autres cotisations et son patron paye aussi des cotisations. Donc à mon avis, d'abord il y aura moins d'allocations chômage, il y aura moins de dépenses à l'UNEDIC parce que ces seniors ne seront pas justement au chômage. Et puis d'autre part, il y a aussi toutes les autres cotisations. Je rappelle que sur un bulletin de salaire, vous avez plus de 60% de cotisations. Donc si on enlève 5,25 à peu près ce que sont les cotisations familiales patronales, il en reste quand même beaucoup. Donc je pense qu'il faut réajuster le coût de ce CDI donc senior. On est loin des 800 millions. Oui, moi j'aimerais avoir un ajustement. Mais est-ce que ça va rapporter? Parce que les LR, ils disent carrément ça va rapporter 2 milliards. Mais ça rapporte en termes de projet de société. Très franchement, le senior qui reste dans l'entreprise, qui est considéré dans la fin de sa carrière professionnelle, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Alors après, on peut se dire, effectivement, c'est moins de recettes, c'est des dépenses. Mais en fait, la seule question qui vaille, c'est qu'on ait une carrière professionnelle qui aille jusqu'à un âge avancé, qu'on ne soit pas mis à l'assurance chômage ou qu'on soit comment dirais-je, en carrière d'incapacité permanente ou autre. C'est un tout, en
fait. Sur l'emploi des seniors, il y a une autre mesure, c'est l'index senior, que les sénateurs ont voté alors que les députés l'avaient rejeté. Pourquoi l'avoir voté ? Parce que c'est un outil aussi. Je pense que ça met en responsabilité le chef d'entreprise qui nous doit des comptes justement sur l'intégration des seniors dans l'entreprise. Et c'est en fait une demande de transparence. Que fait le chef d'entreprise vis-à-vis de toutes les générations et en particulier la génération des seniors ? Donc c'est un tout et je pense que il faut aussi regarder aussi les mesures qui seront proposées par le Sénat un petit peu plus loin que l'article 7 pour justement prendre en considération les carrières qui sont plus pénibles et le départ un petit peu plus jeune de l'entreprise quand on est fatigué. On va continuer à voir ce qui s'est passé hier en séance avec vous, Alex, parce que dans le reste de la discussion, il a été question de fiscalité. Oui, des débats qui ont duré des heures sur ce sujet de la fiscalité. Les sénateurs de gauche qui ont proposé des dizaines et des dizaines d'amendements pour augmenter les cotisations retraite sur les entreprises, sur les hauts salaires, sur le capital. Même les sénateurs centristes s'y sont mis avec, par exemple, certains sénateurs centristes qui ont proposé une hausse de la CSG sur les revenus du capital. Écoutez. Il ne nous apparaît pas outrageant ou outrecuidant, indécent de solliciter ceux qui ont quelques moyens, puisqu'il s'agit de plus-values sur des placements, des plus-values sur le patrimoine immobilier, de contribuer à la solidarité auquel, je pense, les retraités aussi ont droit et les salariés ont droit. Il y a des mesures, effectivement, d'équité, de justice, et on sait très bien que faire appel à l'impôt pour payer ces mesures, ça nous paraît naturel. Mais dans ce débat pour la droite sénatoriale, hors de question d'augmenter les impôts. Et pour le gouvernement, c'était également un avis défavorable. Défavorable parce que ça nuirait à l'attractivité de notre pays, ça augmenterait les prélèvements obligatoires dans notre pays, on est encore deuxième au niveau de l'OCDE. Défavorable parce que ça toucherait aussi des Français qui sont en difficulté parfois, qui tirent des revenus locatifs. Et Alex, on l'a dit, le Sénat a donc accéléré hier soir et cette nuit l'examen du texte en votant des articles et aussi de nouveaux amendements. Oui, le Sénat a voté plusieurs articles, comme un article de la réforme des retraites qui harmonise les cotisations patronales payées en cas de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite d'un salarié. On sera aux alentours de 30%. La Haute Assemblée a aussi voté l'article de la réforme qui prévoit que la maladie professionnelle d'un salarié sera prise en charge désormais par toutes les entreprises qu'il a occupées au cours de sa carrière et non plus par sa dernière entreprise. Et puis les sénateurs, effectivement, ont voté de nouveaux amendements. Ils ont modifié cette réforme. Ils ont ouvert la voie à une cotisation retraite minimale pour tous les travailleurs indépendants, alors que certains travailleurs indépendants qui sont dans des micro-entreprises cotisent peu et donc auront de faibles droits à la retraite. Et puis pour donner un nouveau coup de pouce aux pensions de retraite des femmes, eh bien les sénateurs ont voté la création d'un plan épargne retraite solidaire au sein du couple. Alors comment fonctionne ce nouveau plan épargne retraite ? Eh bien les deux membres du couple l'alimentent au cours de leur carrière et au moment de la retraite, au moment de liquider ce plan d'épargne, eh bien, la somme versée à chacun est inversement proportionnelle à la somme que chaque membre du couple a mis dans ce produit d'épargne. Ça veut dire concrètement que si le mari a mis 60% et la femme 40%, eh bien, au final, la femme touchera 60% du fruit de cette épargne et le mari 40%. Voilà, c'est un mécanisme de solidarité au sein du couple. Alors oui, effectivement, Oriane, le Sénat a considérablement accéléré l'examen de cette réforme des retraites. Ils ont voté dans la nuit l'article 5, ils sont à l'article 6 et devraient arriver à cet article 7 qui reporte l'âge de départ à 64 ans en fin d'après-midi. Oui, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Elisabeth Donneau. Hier soir, Elisabeth Borne sur France 5, elle a dit souhaiter le moins d'obstruction possible de la part de la gauche sénatoriale. Elle fait de l'obstruction pour vous, la gauche sénatoriale ? Non, je pense que l'opposition était dans son droit d'amendement comme tout parlementaire. Évidemment, on a bien senti que ça allait assez, c'était très ralenti par moment. Mais c'est normal. Je pense qu'ils ont aussi apporté des éléments importants sur des questions qui sont celles que vous venez de rappeler, notamment sur les micro-entreprises. Moi, je me suis un peu intéressée à ce sujet et je pense que c'est quelque chose qui nous reviendra comme un boomerang. Parce que ces micro-entreprises, en fait, eh bien, c'est parfois favorisé par aussi un chef d'entreprise qui va justement mettre au chômage l'un de ses salariés et lui dire, eh bien, tu crées ta micro-entreprise et voilà, je serai ton principal client.
mais il ne faut pas détourner, en fait, il ne faut pas profiter de la loi. C'est pour ça que, comme vous l'avez dit, on a augmenté la fiscalité sur la négociation conventionnelle, parce qu'il ne faut pas avoir aussi ce réflexe naturel de mettre finalement au chômage un salarié pour profiter justement de cette négociation conventionnelle, et puis finalement le senior, en l'occurrence, finit sa carrière de façon non souhaitable. Parmi les apports du Sénat, il y a l'introduction d'une réflexion sur l'introduction d'une dose de capitalisation. Est-ce que vous ne brouillez pas un peu le message des sénateurs qui justifient leur soutien à la réforme par le fait qu'il faut sauver le régime par répartition ? Alors, le but de cette réforme, c'est sauver notre système de retraite par répartition, et donc c'est d'arriver à l'équilibre financier. Donc, c'est vrai que c'est le principal objectif. Il y a beaucoup de mesures qu'on verra après l'article 7 pour justement apporter un peu de solidarité, encore plus d'équité dans ce système. Pour autant, ce débat était très intéressant au Sénat. Je pense que nous avons pu constater les uns et les autres que certains services publics aujourd'hui qui sont un petit peu défaillants, eh bien, sont repris par des fonds de pension étrangers. Et pourquoi en France, justement, la capitalisation collective ne permettrait pas de financer des services publics qui ont un petit peu de mal? Et en tout cas, je pense que chaque Française et chaque Français pourrait en tout cas imaginer que c'est plutôt quelque chose de positif. Et d'ailleurs, dans la fonction publique, il y a la préfonds qui permet d'avoir justement la création de fonds de pension. Hein. Et donc, pourquoi pas sur le plan privé? Moi, je pense qu'il n'y a pas de tabou à ce sujet. Donc, d'en débattre, c'était intéressant. Et je rappelle que cet amendement qui a été voté, ce n'est qu'un rapport qui est demandé. C'est un peu l'amendement du pauvre, on va dire. Mais là, l'objectif de cette réforme, c'est bien de retrouver l'équilibre pour financer les pensions des Français. Alors, justement, sur l'équilibre, Olivier Dussopt, dans Le Parisien dimanche, disait qu'il allait manquer 300 à 400 millions pour l'équilibre du régime en 2030. Est-ce que cette réforme vaut vraiment le coup financièrement ? Écoutez, ça vaut vraiment le coup si chacun prend conscience du besoin financier. Parce que j'entends bien, il y a beaucoup de références au rapport du Conseil d'orientation des retraites, mais chacun observe ou interprète les courbes à sa façon. La réalité, c'est que très très vite, la courbe finalement est ascendante, et très très rapidement, durablement, structurellement, le système est en danger. Alors on nous dit il manquera 13,5 milliards d'euros en 2030, mais il faut aussi penser à rajouter le cumul de 2029, etc., toutes les années précédentes. Et donc, on arrive à un système qui est déficitaire de plus de 90 milliards d'euros. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas amorti une partie de la dette sur les retraites de 43 milliards environ. Et c'est énorme. Et je pense que la vraie liberté pour les Français, c'est de ne pas avoir cette dette qui alourdit finalement notre ambition par rapport à des investissements, et surtout pour protéger ce modèle social auquel on est attaché. Parlons des mères de famille, Elisabeth Doineau, puisque la mesure qui va être défendue dans cette réforme des retraites pour l'améliorer par la majorité de droite et du centre, c'est la surcote sur les pensions des mères à partir de 63 ans, sur les trimestres cotisés à partir de 63 ans pour les mères qui ont une carrière complète. Combien va coûter cette mesure supplémentaire, et est-ce qu'il faut compenser cette dépense supplémentaire par une autre économie ? Dès le départ, le Sénat a pu observer qu'il y avait une difficulté pour les mères de famille, pour les femmes en général. D'abord, dire que les pensions des femmes sont quand même entre 25 et 30% plus basses que celles des hommes. Donc ça, c'était quelque chose qui nous semblait à corriger. D'autre part, c'est ces fameuses majorations de durée d'assurance. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsque vous n'avez pas atteint les 43 annuités, vous complétez avec ces trimestres qui ont été accordés pour une maternité, pour une adoption, pour l'éducation d'un enfant. Mais plus vous repoussez l'âge de départ à la retraite, et finalement, plus vous compressez ces trimestres qui ne vous servent plus à rien.
Or, dans une retraite par répartition, ce qui compte, c'est cet effet intergénérationnel. Et là, il y avait un défaut qui n'avait pas été, en tout cas, pris en compte par le gouvernement. C'est pour ça que le Sénat essayait de voir quelles solutions on pourrait prendre. Mais vous savez que l'article 40 nous corsette en quelque sorte. On ne pouvait pas proposer une nouvelle dépense. Et donc, nous avons réfléchi, nous nous sommes interrogés et nous nous sommes dit la surcote est sans doute une des solutions. Elle n'est pas satisfaisante. Moi, je ne suis pas satisfaite parce que beaucoup de femmes, ont travaillé longtemps, ont eu des carrières hachées, ont des temps partiels subis. Mais comment corriger finalement toutes ces imperfections en une seule loi ? En tout cas, nous, dans les outils que nous avions, nous n'avions que celui-ci. Et donc, c'est celui auquel on est attaché parce que finalement, on y a travaillé. On a vraiment essayé de trouver finalement ce qui aurait pu satisfaire toutes les femmes de ce pays. Mais à un moment, il était question d'un départ anticipé. Bruno Retailleau, il proposait aussi un départ anticipé à 63 ans pour ces femmes. Pourquoi, du coup, ne pas avoir retenu cette... Et parce qu'on tombait sur l'article 40. On ne peut pas proposer un amendement qui est une dépense qui n'est pas comprise dans le projet actuel. Les Républicains qui veulent aussi accélérer la suppression des régimes spéciaux, 64 ans en 2040. Le groupe centriste est plutôt contre. Que dit la rapporteure générale que vous êtes ? Moi, j'étais pour effectivement la fermeture de cette partie des risques vieillesse, parce que tous les autres risques de la sécurité sociale vont rester dans ces régimes spéciaux. Mais il faut dire que ces régimes spéciaux, en fait, sont équilibrés par l'État. Pour certains, ils sont équilibrés parce qu'ils perçoivent des taxes aussi que payent tous les Français. Et donc, il me semblait plus juste, effectivement, qu'aujourd'hui, on aille vers une fermeture. Alors, aller jusqu'à donc plutôt sur la ligne de Bruno Retailleau ? Moi, je suis sur la ligne du gouvernement. Parce que... donc, clause du grand-père. Oui, la clause du grand-père, parce qu'aujourd'hui, il ne faut peut-être pas ajouter de la crispation à la crispation. Hein, on le voit bien, c'est quand même un peu compliqué. Un dernier mot, Elisabeth Doineau, là-dessus. Est-ce que vous pensez arriver au bout de l'examen du texte ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un vote dimanche ? Écoutez, c'est ce que souhaite le président du Sénat, Gérard Larcher, et je pense qu'on est un certain nombre à vouloir en tout cas débattre de chacune des mesures sociales qui s'ajoutent en fait à cette réforme des retraites. Il y a beaucoup de choses sur la pénibilité et il y a beaucoup de choses justement sur les carrières longues, même si ces mesures, ces bornes d'âge en fait ne peuvent être écrites que par un décret. On veut aussi en parler. Il y a beaucoup d'autres mesures sociales qui sont finalement des mesures de justice. Et vous pensez qu'un accord sera trouvé avec les députés dans la désormais fameuse CMP, la commission mixte paritaire ? Je ne me prononcerai pas sur l'Assemblée nationale. Non, mais sur un accord... sachant que peut-être pas l'ensemble des députés. LR sans plus le gouvernement, vous êtes majoritaire. Vous avez un doute sur le fait qu'elle soit conclusive. On suivra évidemment tout ça. Ce sera mercredi prochain. Merci Alex, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On continuera à parler des débats sur la réforme des retraites au Sénat. Ce sera dans le club. D'abord, on va aller en Mayenne, dans votre département, Elisabeth Doineau. On retrouve Guillaume Bougnol. Guillaume, merci d'être avec nous, directeur départemental de Ouest France en Mayenne. Et un sujet en lien avec la question des retraites qu'on va aborder avec vous. La visite du ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, en Mayenne, en fin de semaine dernière, autour de la question des solutions face au défi du vieillissement. Oui, bonjour. Madame Doineau, Jean-Christophe Combe, lorsqu'il s'est déplacé la semaine dernière, a pointé un problème lié à la question du bien vieillir. C'est celle de l'attractivité de ces métiers du grand âge. Alors non seulement ils sont pénibles, il manque également de reconnaissance. Parfois ce sont des organisations compliquées pour les personnes qui assurent ces tâches. Quelque part dans son discours, on sent bien qu'il y a une inquiétude un peu comparable à celle des déserts médicaux. Qu'est-ce que l'on peut faire pour attirer davantage sur ces métiers ? Bonjour Guillaume. C'est vrai que moi j'ai manqué cette visite du ministre des Solidarités parce que j'étais déjà dans l'hémicycle pour parler retraite. Je l'ai beaucoup regretté parce que dans les territoires ruraux comme le département de la Mayenne, c'est évidemment une préoccupation. On voit bien que ces métiers n'attirent plus, mais ils n'attirent plus parce que ce sont des métiers qui sont sans doute pas assez revalorisés sur le plan du salaire, mais c'est surtout que ce sont là encore des temps partiels subis.
Et donc, il y a vraiment à réfléchir sur qu'est-ce qu'on met en place pour réenchanter ces métiers, comme dit le ministre, mais aussi pour faire en sorte que les salariés, enfin tous ceux qui sont dans l'accompagnement de la personne âgée ou handicapée, puissent bénéficier de temps complet. C'est vraiment la question. Et moi, j'ai pu rencontrer beaucoup de ces personnes qui apportent beaucoup de temps et d'intention à ces populations. Et je trouve que vraiment, il faut écouter et puis trouver ensemble les solutions. Est-ce qu'il faut une grande loi sur la dépendance, sur le grand âge, sur le bien vieillir? Nous, on l'a toujours dit au Sénat qu'il fallait une grande loi. Mais vous savez, on discute des retraites, mais elle était promise par Emmanuel Macron dans le quinquennat précédent. Mais tout ça, ça a du lien aussi, parce que bien vieillir, être bien accompagné, ça fait partie aussi d'un projet national. Et on a vraiment regretté, même si le gouvernement a mis en place cette branche autonomie, qui est une bonne chose, on voit bien qu'il manque finalement une histoire et c'est pas tout n'est pas lié. Je vois par exemple il y a 2 ans au cours du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il a été proposé des EHPAD ressources, mais finalement les territoires ne se sont pas encore emparés de cette proposition, c'est-à-dire comment on intègre finalement, on mutualise du personnel pour justement offrir des temps complets à des personnes qui vont au domicile mais qui compléteront leur temps dans un EHPAD. Merci Elisabeth Doineau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bon courage pour cette journée qui s'annonce longue et cette nuit qui s'annonce longue. Et évidemment, de l'examen de cet article 7, il sera à suivre en direct sur Public Sénat jusqu'au bout de la nuit. On suivra ça avec vous. Je monte la une de Guillaume, la une de Ouest France. Réforme des retraites, une journée décisive. C'est à la une de Ouest France. Merci Elisabeth Doineau. On va continuer évidemment notre édition spéciale réforme des retraites. On verra comment se prépare la journée de mobilisation dans nos régions. On sera à Rennes, à Marseille, à Annonay, en Ardèche, la ville d'Olivier Dussopt.